Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Stéphanie Villers. Bonjour. Bonjour. Bon, alors l'actu du jour de ce soir, encore une fois, ce sera sur les marchés, ce sera ce compte-rendu du dernier meeting de la Fed, meeting de fin janvier. On saura ce qui s'est dit comme ça dans le conciliabule entre les membres du board. Les marchés qui sont à la Fed, on le voit bien depuis le début de l'année, depuis qu'il y a eu on en parle tous les jours, enfin quasiment, mais c'est vrai, il y a eu ce virage à 180 degrés de la part de Jérôme Powell qui a fait comprendre que la Fed ne toucherait pas de sitôt à ses taux d'intérêt, que le bilan pourrait cesser de maigrir. C'est votre sentiment ou pas que la Fed elle a un petit peu paniqué après le décrochage des marchés de fin 2018 ? Il y a un petit peu de panique ou pas ? Elle donne effectivement ce sentiment-là. Et les raisons qu'elle a exposées pour effectivement nous annoncer une pause sur ce resserrement monétaire en ce début d'année 2019, en fait, ne sont pas totalement convaincants parce qu'ils nous expliquent en fait qu'il y a un petit ralentissement économique, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un décrochage du baril de pétrole. Depuis le mois d'octobre, le prix du baril a baissé de 25%, ce qui tire en fait l'inflation globale vers le bas. L'inflation aux États-Unis est passée en dessous des 2%. En décembre, donc en fait, elle peut, à juste titre, c'est le juge de paix de la Fed, de la Banque centrale américaine, de Jérôme Powell. Ce n'est pas les marchés, ce ne sont pas les marchés, oui, c'est le baril de pétrole. Si vous voulez, Jérôme Powell ne peut pas dire « je suis là pour soutenir les marchés ». Mais par contre, il peut dire, parce qu'il a dans son mandat la stabilité des prix, il peut dire effectivement, là on voit des prix faibles, donc il faut faire une pause dans le resserrement monétaire, c'est-à-dire dans les hausses des taux directeurs. Et ça, c'est de l'affichage, c'est de la communication. Derrière, il y a quand même ce sentiment qu'il y a eu un peu de panique à bord en disant « waouh ». Et encore, j'avais un économiste qui me disait hier ou avant-hier qu'une baisse de 15% des marchés actions, on a connu pire, quoi. Flipper pour une baisse de 15% des marchés, c'est quand même. Moi, je pense c'est pas un petit bras, ça. Oui, mais c'est pas uniquement les marchés financiers qui regardent, c'est aussi la situation financière des ménages. Ils montaient trop rapidement les taux d'intérêt, ça pèse sur l'endettement des ménages. Il faut voir que les Américains, les ménages américains vivent à crédit, donc les taux d'intérêt, ça compte. Pour eux, ça pèse sur leur pouvoir d'achat et leur capacité à consommer. Alors, il a voulu décaler pour décaler le problème. Parce que est tombé ce facteur exogène, c'est la chute du prix du baril. Ça, c'est vrai. C'était vrai en début d'année, on était à 50, on est de nouveau à 65 aujourd'hui. Oui, mais c'était monté bien plus haut au pic d'octobre. Donc, en fait, ça lui permet, si vous voulez, de repousser son resserrement monétaire. Mais par contre, moi, je pense qu'il aurait mieux fait de regarder l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire en mettant de côté les prix volatiles, qui sont les prix d'énergie. Et l'inflation sous-jacente, elle est clairement au-dessus de 2%. Et elle va l'être de plus en plus pour deux raisons. Je parle des États-Unis. C'est d'une part, on voit qu'il y a toujours cette surchauffe sur le marché du travail. Depuis 4 mois, les salaires sont à plus de 3%. Et puis, il y a plus de 300 000 encore créations d'emplois. Il n'y a pas d'accélération non plus démentielle. On les attendait depuis longtemps, les 3%. On se disait que c'était quasiment impossible, qu'on était rentré dans un nouveau paradigme où il y avait plus de hausse de salaire. On est passé de 2,9 à 3,1. Enfin, vous voyez, c'est pas non plus... Oui, mais alors, il y a ça. Alors, attendez. Il y a ça. Et puis, il y a aussi un deuxième élément, c'est la hausse des tarifs douaniers, qui a duré sur l'ensemble de l'année 2018, qui a coûté 45 milliards de plus sur les prix importés aux États-Unis. Et ça, en fait, sur toute l'année 2018, ça a pu être compensé par la baisse de l'IS. L'impôt sur les sociétés, effectivement, a drastiquement baissé. Donc, les entreprises, si vous voulez, elles ont ajusté leurs marges. Il y avait ces hausses de prix importés, mais comme il y avait ces baisses de l'IS, ça ne s'est pas répercuté sur leur prix de vente. Sauf que la baisse de l'impôt sur les sociétés, c'est un truc qui se fait one shot, c'est un fusil d'un coup. Exactement. Et donc, cette année, si vous voulez, il y aura le roi est nu cette année. Voilà, il y aura un épuisement de cet effet d'aubaine, de cette impulsion fiscale. Les entreprises vont plus sentir en fait cet effet magique et donc risquent. Par contre, les coûts salariaux, la hausse des coûts salariaux, ça, elles vont le sentir. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mécaniquement, ils vont augmenter les prix de vente. Donc, ils vont augmenter l'inflation générale, enfin l'inflation globale. Et là, la Fed, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bien être obligée de revoir. Elle va être gênée aux entournures. Exactement. Donc, le risque, c'est de rechanger un peu son braquet en cours d'année, c'est ça? Assez rapidement, plus rapidement de prévu. D'autant que le pétrole remonte aussi. Voilà. Et en plus, il y a cette
cette épée Damoclès au-dessus de la tête de Jérôme Powell, c'est quid de l'évolution du cours de pétrole. Alors si les deux s'enclenchent en même temps, si vous voulez, il va falloir que la Fed agisse vite, et ça peut avoir un effet relativement déséquilibrant, dévastateur sur les marchés et sur l'économie américaine. Ouais. Donc les marchés, ils vont à vous écouter peut-être un petit peu trop vite. En même temps, c'est quand même aussi Jérôme Powell qui a changé son discours du tout au tout. Il n'est pas dit que cette année, encore une fois, la Fed ne remonte pas ses taux parce que l'inflation domestique, du fait des hausses de salaire qui se reproduit, enfin, qui se répercute sur les marges, avec un pétrole qui est en train de remonter, sans cette compensation des baisses d'impôts qui s'estompent. Et c'est le rôle d'une banque centrale, c'est regarder l'inflation sous-jacente. C'est pas regarder l'inflation globale avec inflation globale, j'ai le chiffre, 1,6% en janvier. Pas de quoi s'exciter. Hein. Grâce effectivement à la baisse. On est à combien sur l'inflation sous-jacente quand on enlève 2,1. 2,1, 2,2. Il n'y a pas péril non plus. Non, mais il n'y a pas. Ça ne s'est pas encore concrétisé. Je suis en train de dire ce qui risque de se passer dans le semestre à venir. Sauf que tout le monde imagine qu'il y aurait un ralentissement de l'économie américaine. Donc s'il y a vraiment ralentissement qui est attendu par tout le monde, on dit 2,5 cette année, 2,3, 2,2 en termes de croissance aux États-Unis. Oui, mais ça veut pas dire une croissance ne veut vraisemblablement pas dire une sans hausse des prix. Comme je vous ai expliqué, donc, mécaniquement, les entreprises vont reporter la hausse des coûts vers… Croissance qui ralentit, inflation qui augmente, pour la Fed, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce qu'elle va devoir, elle est un peu behind the curve là pour l'instant. Elle est en retard dans le virage, comme on dit, behind the curve. Absolument. Et ça veut dire c'est un risque en fait. C'est un risque qu'elles doivent se déjuger. Et donc les marchés, ils n'ont pas anticipé ça. Parce que pour l'instant, pour les marchés, tout ce qu'elle a dit, la Fed, c'est doux pour les oreilles des marchés. Absolument. Qui imaginait qu'encore une fois, entre la fin d'année et le début janvier, on ait un revirement dans le discours comme ça Parce qu'en fait, la seule variable qui a permis ça, c'est le cours du pétrole. C'est pas, si on regarde les donc le risque, il est là. indicateurs. Le risque pour vous, c'est effectivement, ça serait ce ralentissement de la croissance avec des hausses de prix domestiques, avec un pétrole un peu plus élevé. La Fed doit rechanger son discours, l'adapter. C'est un risque élevé. Qui n'est pas pricé pour l'instant par le marché. Qui est absolument pas. Mais aussi, c'est la faute de la Fed qui nous explique que, tout est son contraire. Pour des raisons, elle fait que repousser. En fait, elle maintient cette croissance économique de manière artificielle. Comme l'a fait d'ailleurs Donald Trump avec ses baisses d'impôts massives en début d'année 2018. On va parler de Trump juste après, sur ce qu'il fait, si ça marche ou pas. Mais puisqu'on reste sur l'économie américaine, que nous disent les derniers indicateurs aux États-Unis? Parce que moi j'ai le sentiment qu'il y a comme des signaux contraires. Quand on voit les créations de jobs, c'est du solide. On est quoi, 250 000, 300 000 chez création par mois. Les ventes de détail, apparemment, les dernières étaient plutôt en berne, la production industrielle aussi. Il y a ce risque de déception ou pas du tout sur la croissance américaine en 2019? Là aussi, il faut intégrer qu'il y aura une déception parce qu'il y a eu ce shutdown qui a duré près d'un mois. Donc forcément, ça va coûter mais ça va coûter au premier trimestre et on sait que ça sera rattrapé au second. Oui, ce qui fait que il y aura, dans les chiffres, il y aura une déception, de fait, parce qu'il y aura eu ce sur le trimestre d'après, rattrapé. Non. Oui, mais les marchands ne peuvent pas dire on ne regarde pas parce que finalement ça ne compte pas, on va miser sur le deuxième trimestre. Il faut bien d'abord, pour miser sur le deuxième trimestre, il faut savoir en fait quel a été le résultat et la dynamique lors des 3 premiers mois de l'année. On ne peut pas les effacer en disant que ça compte pour du beurre. Donc il y aura effectivement ce risque de déception sur la première partie, mais il y a quand même, moi si je regarde quand même ce que regarde la Fed elle regarde l'inflation, et regarde le marché de l'emploi. C'est ce qu'elle nous dit. Le marché de l'emploi, il reste ultra tonique. Et je ne vois pas ce qui pourrait, en fait, il y a plutôt un manque de main-d'œuvre qu'un surplus de main-d'œuvre. On peut parler de Trump, Stéphanie Villers. Ça marche ou pas, encore une fois, ce qu'il nous fait Donald Trump? Parce que les taxes douanières, ça a été brandi pour réduire ce déficit commercial au global, bilatéral avec la Chine et au global américain. Les baisses d'impôts, c'était pour relancer l'investissement des entreprises. Les chiffres, on est apolitique, pas de politique. Que disent les chiffres? Ça marche ou pas? Ils disent le contraire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu parce que vous l'aimez pas, Trump, c'est pour ça. Il y a eu une réelle dégradation de la balance commerciale sur 2018. On est à plus de… les derniers chiffres, on n'avait pas la totalité de l'année, mais c'est plus de 800 milliards de déficit commercial. Donc c'est encore un record atteint sur, et pourquoi ça n'a pas marché sur l'année. Pourquoi ça n'a pas marché?
Parce qu'en fait, il faudrait que la production, les produits qui sont importés sont des produits qui ne sont pas produits directement sur tout simplement. Ça ne peut pas être Mais son compensé objectif, par la production c'est de locale. relocaliser sur le sol américain, c'est ça? Oui, avec des salaires américains. Donc, de toute manière, le consommateur américain, comme l'ensemble des consommateurs occidentaux, ils veulent avoir des prix des biens acceptables, c'est-à-dire produits par une main-d'œuvre moins chère, hein, de fait. Donc, c'est toute la problématique de la globalisation, de la mondialisation. Le consommateur américain, mais aussi européen, s'est habitué à pouvoir avoir accès à des prix qui défient toute concurrence. Donc les surtaxes n'ont pas réduit le déficit commercial américain, bien au contraire. Sur l'investissement, les baisses d'impôts massifs, ça a relancé l'investissement? Non plus. Alors comment ça? Non. En fait, c'est ce qui s'est vu. En fait, ça a plutôt été transféré. Ce surplus de liquidité a plutôt été transféré sur les marchés actions qui, eux, ont bien rebondi. Hein, avec des rachats d'actions aussi. Voilà. Beaucoup de rachats d'actions. Et on voit sur les chiffres, ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, on voit que l'investissement. Il n'y a pas un bond de patine. l'investissement des entreprises? Ah non, pas du tout. Ah non, ça patine, ça stagne, contrairement à ce qui se passe en Europe. Alors en Europe, c'est tout l'inverse. Hein. Nous, effectivement, on a eu un investissement qui est reparti, qui était déjà reparti en 2017, c'est pas nouveau, mais qui s'est confirmé. Alors qu'aux États-Unis, en dépit de ce stimulus qui devait relancer l'investissement, l'investissement n'est pas reparti. Ouais. Donc ça aura forcément des conséquences. Hein. L'investissement, c'est vraiment l'impulsion de la croissance. Hein. Avec des effets sur plus long terme, ça a des effets positifs sur plus long terme que la consommation. La consommation, c'est immédiatement, ça agit sur la croissance. L'investissement, ça va avoir un impact sur la croissance à plus long terme. Alors donc, c'est-à-dire qu'on peut être plus pessimiste sur cette situation-là aux États-Unis et plus optimiste pour l'Europe, puisque là, en Europe, l'investissement est reparti. Ouais. Et donc finalement, on a eu ce qu'on attendait sur ces surtaxes douanières. À terme, la stratégie de Trump, elle est défendable intellectuellement, de se dire on va rapatrier, on va relocaliser sur le sol américain ce qu'on ne produisait pas. Sauf que pour l'instant, en attendant que ça se fasse, si jamais ça se fait un jour, à grande échelle, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est moins de pouvoir d'achat pour les Américains, puisque il faut payer plus cher, puisqu'il y a des taxes, ou alors c'est manger. C'est pas plus cher pour le consommateur, mais c'est la marge du distributeur qui en pâtit. Bien sûr. Et qui reste quand même qui reste coté, donc qui a besoin vis-à-vis de ses actionnaires d'afficher des résultats valorisants. Donc elle n'aura pas d'autre moyen que d'augmenter ses prix de vente pour pouvoir maintenir ses marges. Ouais. Un petit mot d'Alan Greenspan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus anciens doivent le savoir, mais avant Jérôme Powell, il y avait Janet Yellen. Avant Janet Yellen, il y avait Ben Bernanke. Et avant Ben Bernanke, il est resté 20 ans à la tête de la Fed, Alan Greenspan. Il n'est pas tout jeune, il n'est pas frais, mais il a quand même 92 ans. Il est formidable, ce monsieur, parce qu'il nous dit aujourd'hui, il continue, il pèse dans le débat public. Il nous dit quoi? Il lance un avertissement sur le déficit public américain. Oui, en plus ça. On est, alors je ne sais pas si on a 4 ou 5 % de déficit public. On rappelle qu'en Europe, c'est 3 à la limite. Ils sont déjà 4 ou 5 en fin de cycle économique. En général, en fin de cycle économique, historiquement, les Américains, ils sont quasiment à l'équilibre. Pour se donner des marges de manœuvre en cas de problème. Mais ça, on le savait, c'était de toute manière. Oui, mais là, sauf que c'est pas n'importe qui le dit. Oui. Vous et moi, c'est une chose. Lui, c'en est une autre. Non, et voilà. Et on se dit quoi? On se dit, il a besoin qu'on l'écoute, ou vraiment, il va falloir que les Américains se penchent sur ce sujet-là, parce que où on se dit, il n'y a pas d'urgence vraiment, pour le coup, à réagir, puisque l'inflation, pour l'instant, elle est quand même sous contrôle. Oui, mais les problèmes. Et que le 10 ans américain, il est quoi? Il a les problèmes et les déséquilibres. Il a 3%, je sais pas. Même pas, il a 2,80 le 10 ans américain. Oui. On s'emballe pas, quoi, encore. Hein. Oui, pas encore. On parle feu au lac, comme dit les Suisses. Hein. Oui, mais voilà. Après, on sait très bien que ces déséquilibres sont en train de s'accumuler. Donc c'est un sujet ou c'est pas un sujet? Ah ben c'est un sujet. Ah ben ça, mais c'est pas même pas un nouveau sujet, parce qu'on savait qu'avec cette baisse d'impôts, il y avait moins de recettes, hein, même si plus non, c'est pas qu'il nous a vendu ça. Il nous a vendu, ça relance la croissance. Et tous ceux qui veulent nous vendre des baisses d'impôts, et ce qui peut se comprendre, c'est que moins d'impôts, ça libère, encore une fois, ça donne plus d'argent, ça rend de l'argent aux entreprises, aux particuliers qui vont plus consommer, ça recrée de l'activité et donc plus de recettes fiscales. Mais ça marche quand on fait une politique contracyclique. C'est quand il n'y a pas de croissance, alors effectivement, on baisse des impôts pour donner du pouvoir d'achat aux ménages. Mais là, on était en haut de cycle.
En fin de Donc en cycle. fait, oui, en fin de On ne cycle. peut pas lui vouloir, d'avoir j'attends. voulu prolonger un cycle Oui, économique. mais les Américains sont effectivement, à les entendre, ils sont globalement contents de cette situation, mais ça risque effectivement, le réveil risque d'être brutal. C'est-à-dire qu'il n'a fait que reporter la croissance. Hein. Il y a eu un fait ou en tout cas la baisse de la croissance. Et un jour, en fait, il va y avoir en fait une Il va y avoir réalité quoi qui va concrètement? Parce que là, c'est bien, on dit le déficit public, il a explosé sous Trump, ok, très bien, Mais boum, un tacle. Mais encore une fois, il se finance sans trop de difficultés. Il y a un jour où les investisseurs vont se dire, oh là là, mais voilà, pardon, les Américains ont connu 10% de déficit public au Non, moment mais je pense du que krach de 2008. le déficit public, Ils n'en sont pas morts non c'est plus. un Hein. indicateur qui se dégrade en plus de tous les autres. C'est-à-dire que moi, je pense que les Américains, même si ce sont des consommateurs à tout va et on a besoin d'eux pour stimuler la croissance mondiale, après 10 ans d'ultra-consommation, hein, lorsqu'on s'est acheté 2 voitures, une télé, on va peut-être pas s'acheter 3 frigos. Donc à un moment, si vous voulez, je pense qu'il va y avoir un retour au bon sens. Et les Américains qui auraient dû mettre de côté et augmenter leur épargne, parce qu'effectivement, il y avait des salaires un peu, ils n'avaient pas de problème de chômage, enfin, ils n'ont pas de problème de chômage, ils ont des salaires plus élevés. Ils ont plutôt préféré encore réorienter ce surplus de salaire, de rémunération vers la consommation. Mais un jour, ça ressortira. Et un jour, si vous voulez, lorsque il y a effectivement un risque, d'autant que l'investissement n'a pas pris le relais. Donc il aurait fallu, il y a les deux composantes principales, hein, on ne va pas parler de la balance commerciale, on connaît des États-Unis, on sait bien les États-Unis ne peuvent pas compter dessus, mais donc c'est l'investissement et la consommation. La consommation, elle va arriver à bout de souffle à un moment, hein, on ne peut pas éternellement acheter. Et puis le jour où il y aura créer, un jour peut-être une récession aux États-Unis, ils partiront, les Américains, avec 5%, c'est ça, 5% de déficit public. Ça veut dire que derrière, pour relancer la machine… Oui, avec surtout, c'est pas tant les 5%. Oui, il y aura effectivement plus de possibilités de marge de il y aura manœuvre pour relancer une politique budgétaire, mais ça va peser effectivement sur ce qu'on appelle les générations futures, parce qu'évidemment, l'endettement va effectivement s'accroître avec des taux d'intérêt plus élevés, et vraisemblablement, là, les impôts vont repartir à la hausse. Voilà, on n'en est pas encore là. Hein. D'ici là, on l'aura revu. Elle sera revenue nous voir. L'économiste Stéphanie Villers, qui était donc l'invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.